Petite tache de bolo, petite TN immaculée. On est bon pour ce tournage. Ça va faire 10 ans que je fais de la musique, ça va faire 3 ans que j'en fais professionnellement. De la musique sur mesure pour tous vos petits projets, chronomusique@gmail.com. Et sur ces 10 ans, j'ai appris quelques trucs et je continue à apprendre un peu tous les jours. Parmi tous ces trucs, il y a évidemment des trucs concrets et en général, c'est ce que j'essaye de faire sur la chaîne. Petite vidéo un peu condensée, j'aborde 2-3 trucs et puis je renvoie vers des sources. Mais parmi ces trucs, il y a aussi des trucs plus abstraits qui tiennent moins de l'information transmissible et utilisable instantanément et qui tiennent plus du changement de perspective par rapport à l'un ou l'autre aspect de la musique. C'est essentiellement des trucs subjectifs et d'ailleurs je suis très curieux d'avoir vos avis là-dessus en commentaire. Mais en tout cas c'est de ces trucs là que j'avais envie de parler aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, je dois vous dire que maintenant j'ai un podcast sponsorisé par Thomann et que je tiens avec Salman Sahli. Le premier épisode est dispo, je crois que ça s'appelle Émerger en tant qu'artiste en 2020 ou un truc comme ça. Je vous mets le lien dans la description, 1 heure de parlotte sur la musique et tout ça, et on va faire ça tous les mois avec des invités différents. Donc, premier point, la théorie musicale. Mon rapport avec la théorie musicale, il a vraiment changé, c'est-à-dire qu'avant j'étais prescriptiviste et maintenant je suis descriptiviste. Il y en a peut-être parmi vous qui vont se reconnaître là-dedans. Quand tu commences la musique, très vite on te parle d'accords, de mélodies, de gammes, on dit telle gamme ça va sur tel accord, tels accords qui s'enchaînent ça va bien, etc. Les fonctions harmoniques et tous ces trucs-là. Et en gros, moi j'avais intégré intuitivement que pour faire de la musique, il y avait des règles et c'est en respectant ces règles qu'on va faire de la bonne musique. Et c'est une intuition qui était un peu confortée par les cours que j'avais au conservatoire, parce que je suis passé très vite fait par le conservatoire, où j'avais des cours d'harmonie, de composition, d'écriture, tout ça. Mais c'est des cours d'harmonie classique et en fait tu te rends compte en écoutant d'autres genres de musique que ces règles-là, en fait elles sont pas du tout universelles, que plein de gens les brisent. Je pense vraiment que les règles de l'harmonie, etc. ont été d'abord faites pour expliquer pourquoi on faisait ce qu'on faisait. Donc ce que je veux dire, c'est que la théorie musicale classique, c'est bien si tu veux faire de la musique classique, mais en gros maintenant je pense que n'importe qui peut faire n'importe quoi, et que si on est suffisamment nombreux à faire le même genre de n'importe quoi, il y aura des types derrière qui vont gratter des règles, et puis après les gens vont apprendre ces règles, et etc. etc. Et voilà, plus le temps passe et plus j'en ai un peu rien à foutre. Alors ça en dit peut-être plus long sur moi que sur la théorie musicale, mais en tout cas c'est ce que je pense aujourd'hui. Deuxième point, me focaliser sur l'écriture et négliger l'aspect production. Alors j'en avais déjà parlé, mais ça vient de l'époque où j'écrivais sur Guitar Pro 5, et en gros, les sons étaient dégueulasses, et du coup j'ai appris à me focaliser que vraiment sur les accords, la mélodie, la structure, tous ces trucs-là. Et du coup, fatalement, les compos que je sortais, ça se ressentait. C'était vraiment avec des sons pourris et tout ça, mais pour moi, ça importait pas. Et ça avait aussi une incidence sur ce que j'écoutais en général, c'est-à-dire que, en gros, je cherchais des trucs bien écrits, on va dire. J'ai un pote qui m'a par exemple fait écouter Machine Gun de Noisia, qui est un morceau incroyable, et quand il me l'a fait écouter, je me disais, mais c'est de la merde, c'est tout le temps le même. Enfin, l'aspect production qui est incroyable chez Noisia par exemple, c'était un truc qui me... Et pareil, ça c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup changé. Maintenant, j'en ai rien à foutre d'avoir les 4 accords magiques. Si le sound design il est incroyable, le morceau je le trouve incroyable. Un autre truc aussi que j'ai négligé pendant longtemps, c'était le contraste et notamment avec le silence. Le pouvoir du silence et de juste... un truc très minimaliste avec un petit truc qui passe de temps en temps. Maintenant ça me régale. Et avant je trouvais juste ça nul, je me disais y a rien. En gros, dans toutes mes compos, j'en mettais trop partout tout le temps, fallait que tu sois sollicité tout le temps en permanence, etc. Et j'ai longtemps négligé les trucs un peu plus minimalistes. Par exemple, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Tove Sturker, et c'est notamment en écoutant ses tracks et tout que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tu mets pratiquement rien, tu fais un truc ci, un truc là et tout, et ça peut te déchirer, tu vois. Et maintenant, je mets quand même beaucoup d'attention là-dessus parce que je trouve ça cool. Troisième point, confondre la sueur avec la qualité. C'est-à-dire, en gros, tu passes des heures et des heures et des heures sur un morceau, et tu crois que parce que t'as passé 1000 ans dessus, c'est mieux que quelque chose qui est fait vite fait. Alors je pense que ça se voit sur ma chaîne que je suis plus du tout dans ce truc, mais pendant longtemps j'étais quand même dans ce truc là, et en gros je travaillais, j'ai passé des... Il y a des morceaux, j'ai passé 1000 heures sur un morceau. Pour 15 écoutes, tu vois. Après, c'est cool, j'ai pris énormément d'XP en faisant ces morceaux-là, etc. Mais en gros, ce qui ne fait plus sens dans ma tête maintenant, c'est la hiérarchie que je faisais avant, même en tant qu'auditeur. C'est-à-dire qu'en gros, un morceau qui me donnait l'impression que le type avait passé énormément de temps dessus, ça me paraissait d'office mieux que quelque chose qui me paraissait plus spontané ou plus fait à la va-vite. Alors que déjà, t'en sais rien, en fait, le temps qu'un type passe sur tel ou tel morceau. Mais en plus, c'était totalement passé à côté de ce que je considère maintenant comme le truc le plus important dans la musique, c'est-à-dire l'effet que ça fait sur toi ou sur les gens, tu vois. Il y a certaines esthétiques qui prennent beaucoup plus de temps à mettre en place que d'autres. Il y a certains styles qui bénéficient plus d'avoir un certain sens du détail et tout ça. Mais en tout cas, la règle générale qui veut que beaucoup de temps sur un morceau égale bien, c'est un truc auquel je crois plus du tout et je suis content de plus croire ça parce que ça permet d'apprécier beaucoup plus de choses et de faire beaucoup plus de choses parce que déjà, si tu prends moins de temps pour faire des projets, tu peux en faire plus. Donc tu peux apprendre plus potentiellement. Et c'est plutôt cool. Quatrième point, embrasser, on va dire, ce qui vient à toi un peu par hasard, tu vois. Je sais pas, t'es en train de faire un morceau et
tu cherches un son particulier, tu vois. Il y en a parmi vous, je pense, vous connaissez bien ce truc-là. En tout cas, moi, je le connais bien. C'est genre, t'as un son en tête et tu navigues dans tes presets ou dans tes samples et t'es là et tu cherches ce son. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as capté le ça. Et en cherchant ce son-là, tu vas tomber sur 35 000 autres sons qui ont leur propre caractère, qui sont tout aussi cool, mais c'est pas celui-là que tu veux, tu vois. Et donc tu cherches, et tu passes 1000 ans. Alors que si par exemple t'avais pris le premier, le deuxième ou le troisième son sur lequel tu tombes et que tu t'étais engagé dans ce truc-là et que t'avais totalement assumé ce son-là, t'aurais pu tomber sur un truc qui a rien à voir et un truc auquel t'aurais pas pensé. Donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant c'est un truc que je fais beaucoup plus souvent. Quand il y a un son qui me plaît un peu, ben je l'assume. Du coup ça me permet de pas être limité par ma simple créativité, on va dire. Le cinquième point c'était espérer un plugin ou une technique miracle ou un instrument ou j'en sais rien. Et ça c'est un truc que je vois beaucoup autour de moi et que j'ai fait aussi longtemps par le passé, notamment sur les plugins. Je me rappelle d'un plugin en particulier, c'était, je me rappelle plus du nom, mais c'était un truc de chez ADO, une banque de cordes. J'entendais les démos et ça me rendait ouf et je voulais trop ce truc là, tu vois. Pendant super longtemps, j'ai plus fait d'orchestral parce que j'avais pas ce plugin là et que tous les autres plugins me paraissaient nuls à côté. Et puis finalement, je l'ai acheté et genre ça a rien changé, enfin c'était pas non plus ouf et puis je suis passé à un autre plugin, etc. Et c'est un cercle vicieux où t'es jamais content de ce que tu produis. Au lieu d'apprendre à utiliser ce que t'as déjà, tu crois toujours qu'il y a un nouveau truc qui va arriver et qui va faire que tout d'un coup ça va être extraordinaire ce que tu fais, tu vois. Alors que non. Je suis pas trop instrumentiste, donc pour le matos et tout ça, j'en ai un peu rien à foutre, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même dynamique. Je connais des potes, ils achètent des guitares, ils les revendent et nanani et nanana. Alors le digging de plugins, de matos et tout ça, ça peut être une passion en soi, mais dans le cadre de progresser à produire de la musique, en fait, ça peut très vite être un frein. Et c'est pareil pour les techniques de production, t'es là, tu regardes 50 000 tutos, 4 techniques et machin et tout, pour le mix ou j'en sais rien. Au final, genre, 80% de ton mix, tu le fais avec compresseur, EQ, reverb, un peu de saturation, bim, t'as 4 trucs à faire, tu vois, y a pas... Après, il y a large de la place pour être créatif et tout ça, mais je veux dire, si tu veux faire un truc bien, t'as pas besoin de trucs... incroyable. Sixième point, tirer les gens dans les collabs ou dans les projets, etc. Ça, j'imagine qu'il y en a plein de vous aussi qui vont se reconnaître dans ce truc, c'est... T'as un groupe, et t'es le plus chaud de ton groupe. Tu veux que ton groupe il aille loin, tu vois, t'es déter. T'es un peu le dictateur du groupe, tu vois ce que je veux dire. Et t'es frustré, enfin moi en tout cas, j'étais frustré parce que j'avais l'impression que personne prenait le truc au sérieux, qu'on allait jamais aller nulle part, et j'étais là, mais je voulais quand même les forcer. Je t'ai envoyé la compo, faut que tu la prennes maintenant, et quoi, t'as pas le temps, ouais, ta gonzesse, on s'en bat les couilles, nanani. En fait, maintenant, ce que je me dis, c'est que si moi je suis frustré par le manque d'investissement des autres dans tel ou tel projet, il faut que je trouve des projets où j'ai besoin de personne. Mais en fait, cette frustration-là, elle découle aussi d'un autre truc, qui est que j'avais beaucoup de mal à laisser les gens prendre leur place dans les collabs. C'est-à-dire que je me plaignais qu'ils s'investissent pas assez, mais en même temps, dans toutes les collabs dans lesquelles je me trouvais, j'avais toujours cette espèce de mentalité de dictateur où moi, je savais ce qu'il fallait faire et je laissais peu de place aux autres pour s'exprimer. Et ça, c'est un truc que je regrette et sur lequel je travaille encore maintenant, parce que c'est compliqué quand t'as une idée, quand t'as un projet qui te tient à cœur, machin, quand t'as une vision pour un truc, c'est dur de la partager avec quelqu'un, ou alors faut vraiment que tu trouves quelqu'un d'hyper complémentaire avec cette vision. Par exemple, avec Pèlerine, ça se passe super bien parce que elle est chanteuse et très grosse consommateuse de pop. Très grosse consommatrice de pop. Et moi, je suis pas du tout chanteur et j'écoute beaucoup moins de pop qu'elle. Et donc, du coup, j'ai vraiment confiance dans les mélodies qu'elle va porter, etc. Moi, je me charge de l'instru, elle se charge des mélos et des textes, etc. Et je la laisse gérer ce truc-là parce qu'on n'a pas... Parce que nos champs de compétences ne se télescopent pas, et du coup avec elle ça se passe bien. Mais par exemple avec d'autres compositeurs ou des trucs comme ça, j'aurais toujours un truc à dire, enfin je suis chiant quoi, donc je travaille là-dessus et j'apprends à lâcher prise sur ce truc-là, etc. Mais en tout cas c'est un des trucs que je retiens de mon parcours, c'est arrête de tirer les gens avec toi dans des collabs pour en plus ne pas les laisser s'exprimer et après te plaindre qu'ils s'investissent pas assez, enfin genre c'est n'importe quoi, tu vois. Petit con va. Bon, j'ai oublié les numéros des points et tout, donc prochain point, prendre le soutien de son entourage pour acquis, ça c'est un truc par rapport à une autre période où j'étais aussi frustré parce que en gros, je faisais déjà de la musique depuis longtemps, je charbonnais des heures et des heures et des heures sur des morceaux, etc. Et il y a notamment une période où j'ai composé pour un long projet et où mon entourage, il en avait un peu rien à foutre, quoi. Ce qui est normal, tu vois, toi t'es là devant ton PC toute la journée, nanani, nanana, oui les cordes, oui les machins et tout, ceux qui font pas de la musique ou même ceux qui font de la musique mais qui font d'autres genres de projets, enfin tu vois, genre ils s'en foutent, tu vois. Mais ça me frustrait parce que je me disais, ouais putain, je suis là, je taffe genre un mois sur un morceau, j'y mets mon cœur, j'y mets ma sueur, machin, tu veux faire écouter ton morceau à quelqu'un, tu mets la personne sur une chaise, tu mets les baffes, nanani, nanana. Au milieu du morceau, la personne elle te demande et tu veux manger quoi. Et là je me... sur le moment évidemment j'étais frustré de ouf, mais avec le recul je comprends que déjà c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, tu vois. Encore une fois c'est pas parce que tu passes du temps sur un truc que forcément le truc il est bien et que tout le monde doit kiffer. Et puis en fait au bout d'un certain temps, les gens, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre de ce que tu fais, mais ce qui a l'air d'être important pour le gros de l'entourage on va dire, c'est les conséquences de ce que tu fais, c'est les opportunités, c'est les chèques, c'est les oh un tel il t'a partagé, c'est les oh ça a fait autant de vues machin.
Et c'est normal. Et si tu te mets à leur place, tu peux comprendre aussi, parce que pourquoi tu donnerais du soutien à quelqu'un qui ne prouve rien, tu vois, genre au bout d'un moment, enfin, au début les gens ils misent sur ton potentiel, etc. Après ça fait 5 ans que tu commences, tu fais de la musique, etc. Tu dégages pas un euro. Tu peux comprendre aussi que les gens à un moment il leur faut plus que des promesses, tu vois ce que je veux dire. Sinon ils s'inquiètent pour toi, ils se disent mais qu'est-ce qu'il va faire celui-là. Évidemment maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi de dire ça, de dire c'est pas bien d'être frustré de pas avoir de soutien quand t'as beaucoup de soutien, parce que maintenant j'ai beaucoup de soutien. Mais je me rends compte que si maintenant j'ai du soutien, c'est parce que il y a eu des retombées, il y a eu des trucs concrets qui ont donné des raisons aux gens de me soutenir en fait. Donc en gros ce que j'ai envie de dire c'est si t'es déter, si t'as un projet nanani nanana, bah, compte pas sur les gens, c'est con à dire tu vois. Si tu veux du soutien c'est bien de montrer des trucs concrets, que tu fais de l'oseille, que t'as des portes qui s'ouvrent devant toi, et pendant que tu travailles à obtenir ce soutien, bah tu mords sur ta chic tu vois. Ensuite j'ai noté l'ego, et là mon gars c'est du charbon. Alors c'est peut-être pas le cas du tout pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'était assez facile de me laisser pousser par mon ego, dans un genre de perfectionnisme sans fin. Encore une fois tu passes des heures et des heures et des heures sur un morceau, sur des détails que personne va entendre. Ça peut être cool pour certains morceaux et tout, mais petit à petit j'ai quand même appris à définir une limite à ne pas dépasser. En fait il y a un point à partir duquel ça devient plus rentable parce qu'il y a plus que toi qui verra la différence, et c'est là que je coupe tu vois. Parce que sinon bah tu perds ton temps. Et même si je travaille encore dessus, j'ai petit à petit l'impression que je commence à trouver le bon équilibre sur ce truc là. Ou en tout cas comme je mets beaucoup moins d'ego dans mes morceaux, je le fais, je me dis le morceau il est ce qu'il est, il est balancé. J'aurais, je sais pas, d'autres compositeurs qui vont me dire ah ouais j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, etc. Même avant ça me touchait, maintenant j'en ai plus rien à foutre parce que je me dis bah le morceau il est fait, je l'ai fait comme je le sentais. Et si c'est toi qui l'avais fait, ça serait autre chose, tu vois. Mais c'est moi qui l'ai fait et maintenant il est fini. Donc voilà. Il y avait aussi ce truc de l'importance de l'originalité, ça veut dire avant je donnais beaucoup d'importance au fait qu'un morceau soit original, ou en tout cas à pas faire des trucs qui soient trop populaires, parce que j'ai l'impression que tout le monde pouvait le faire et que ça n'avait aucun intérêt. Alors que maintenant, bah, au contraire, je kiffe, je fais de la pop avec Pèlerine. Donc voilà, même si je mets toujours quand même un peu d'importance sur le fait d'avoir des petites touches un peu d'originalité, etc. Maintenant j'ai plus aucun problème à faire des styles qui sont beaucoup plus en vogue, ou à utiliser des sons qui sont super utilisés, ou des trucs comme ça. En fait pour moi maintenant l'important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est genre l'effet que le morceau va avoir sur la personne, et j'en ai rien à foutre s'il n'y a pas le milieu du beatmaking qui va se toucher dessus, ou j'en sais rien, qui était un truc qui était très important pour moi à la base. Et dernier truc, c'est juger quand on n'a pas les codes. Alors et ça c'est un truc que j'ai énormément fait, même si maintenant je me fous beaucoup de la gueule de ceux qui le font, mais je me fous un peu de ma propre gueule par procuration. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas j'ai un exemple de ça, c'est on a fait une vidéo sur la chaîne avec Jacidorex, c'était Vald versus Acid, Jacidorex qui est un ponte de l'acide. À la base je suis pote avec lui, et puis je me suis dit j'ai envie de faire une vidéo sur l'acide, je vais aller voir avec lui parce que c'est un style que je maîtrise pas et lui il maîtrise. Donc j'ai été voir avec lui, et c'est même un style que je méprisais un peu, tu vois, pas méchamment, mais il y avait ce côté où genre boum, c'est un gros kick, tu sais, la TB303 et c'est parti. Encore une fois j'étais dans cette logique on va dire d'écriture, alors que ça faisait, j'avais déjà lancé la chaîne, j'étais déjà un peu sorti de ce truc là, mais t'as des relents qui restent tu vois. Et en fait c'est vraiment en faisant de l'acide avec lui et en passant des heures à entendre le kick qui tape, etc., que j'ai commencé juste à capter le truc en fait, que moi j'étais dans une vision très intellectuelle de la musique, enfin pas très intellectuelle mais très dans la tête, tu vois ce que je veux dire. Et en fait là il y avait vraiment une sensation physique qui se dégageait de passer autant de temps à entendre le même tempo avec un gros kick, les sonorités, le machin et tout, t'es pris dans un... Enfin c'est un truc physique qui se passe, tu vois, et c'est ça que tu cherches. J'étais pas du tout dans cette logique là avant de faire cette collab avec lui, et donc j'avais auparavant émis un jugement sur ce style là, alors que en fait je comprenais pas l'intérêt, c'était juste ça en fait, j'aimais pas parce que je comprenais pas. Et en gros c'est ça que, la leçon que j'ai tirée de mon expérience dans la musique on va dire, il y a toujours un angle avec lequel tu peux kiffer. Si tu comprends l'intérêt de tel ou tel truc, que ce soit le rap, le métal, j'en sais rien tu vois, et mon pépin. Donc en gros maintenant quand il y a un truc qui me plaît pas, je me dis pourquoi ça me plaît pas, quel est l'intérêt, qu'est-ce que les gens trouvent dedans, etc. Et j'ai l'impression que ça m'aide à devenir un meilleur musicien, un meilleur compositeur, parce que je me ferme plus à rien pour des raisons de juste incompréhension quoi. Et ça m'amène sur ma conclusion qui fera l'objet d'une autre vidéo que je pense elle va s'appeler Plus j'apprends la musique, moins je comprends la musique. C'est une conférence que j'avais fait à Frames, les vrais l'ont déjà vu. J'abordais des concepts théoriques qui me font de plus en plus me poser la question de mais qu'est-ce que c'est la musique au final? Parce qu'en fait on s'est tous fait une définition intuitive de la musique et personne n'a vraiment la même. J'ai plusieurs vidéos de prévues, j'en ai une sur un morceau de piano que j'ai fait récemment, j'aurai une vidéo sur le dernier morceau que j'ai fait avec Pèlerine, j'aurai une vidéo sur le plagiat et le podcast avec Salman, abonne-toi, mets la cloche, tchic tchac tchic tchac. Je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit là en commentaire. Je pense que ça va être une vidéo sur laquelle on va pouvoir débattre et tout ça. Prenez soin de vous et à très vite. Salut! I know we're all kinda dying. Don't wanna find myself crying, but I don't wanna be dead.